La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on enregistre en direct du sud-ouest, où on a du coup pu rencontrer un producteur de noisettes, Mathieu. C'est Hervé qui nous a donné son contact, Hervé Lausier, que vous avez pu entendre pour l'épisode sur les amandes. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé de beau, Clémence? Où est-ce qu'on a parlé de nous? Eh bien, la dernière fois que vous avez pu entendre parler de nous, ou pas, on va vous le mettre en replay, c'est sur France Bleu Savoie, où Mercotte nous a fait l'honneur de parler de notre podcast dans sa sélection, où elle parle un peu de tous les podcasts gourmands qu'elle écoute. Du coup, merci beaucoup Mercotte pour le clin d'œil, on adore. Merci beaucoup. C'est une chronique qu'elle fait tous les dimanches. Et bien, dimanche dernier, du coup, elle parlait de l'envers du dessert et de nos collègues à poil, etc., qu'on salue, qui sont aussi de très bonne qualité. Oui, et ça, c'est la classe. Et du coup, on vous retrouve aujourd'hui avec Mathieu Martinet. Et si Hervé Lausier nous a donné son contact, c'est pas pour rien. C'est parce que Mathieu est revenu depuis quelques années sur l'exploitation familiale et a décidé de sortir de la coopérative de noisettes. Il fait donc tout lui-même. En indépendant total, nous, ça nous a beaucoup plu. Et d'ailleurs, il a beaucoup de projets, voilà, on va pas tout dévoiler, mais notamment, il veut faire son huile de noisette lui-même, etc. Enfin, il a plein d'idées, totalement en indépendant, franchement. Du coup, on a pu découvrir tous ses process, etc. Ouais. Donc, malheureusement, il ne va que vous le décrire oralement, mais sur notre Instagram, on va mettre des petites photos, des petites vidéos, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Bon, ben on vous laisse avec l'épisode, je crois que c'est tout. Ma foi, ouais, on vous laisse avec Mathieu et on se retrouve en fin d'épisode, comme d'habitude. Allez, bonne écoute. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on est à Castillonnès, dans la Garonne, si je ne dis pas de bêtises. En Lot-et-Garonne. En Lot-et-Garonne, voilà, je dis des bêtises. Le Parisien est sorti de chez lui. Oh là là, arrête, c'est faux. Et là, aujourd'hui, on est avec un producteur de noisettes Qui s'appelle Mathieu. Martinet. Et on est ravis de que tu nous aies accueillis. Alors, Bienvenue. on vous dit tout. Il nous a fait une petite démo, il nous a présenté toutes ces machines, un peu tout le fonctionnement, comment est-ce qu'on obtient cette fameuse noisette dont on a l'habitude. Mais il va aussi tout nous raconter. Désolé Mathieu, comme on t'a dit, il va falloir que tu répètes tout ce que tu nous as déjà dit une première fois. On peut commencer par déjà depuis combien de temps est-ce que tu produis des noisettes et comment ça t'est venu? Parce qu'on croit comprendre que tu as une vie avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors en fait, moi je suis jeune agriculteur, jeune installé depuis 3 ans. Mon père produit la noisette depuis 10 ans. Voilà. Jusqu'à présent, il produisait et livrait directement en coopérative. Donc c'est-à-dire qu'on ramassait au champ, et on ramassait tout. Donc les branches, les feuilles et tout ça. On allait à la coopérative, on vidait, on s'en allait et on attendait le chèque en fait. Donc c'était très très frustrant. Et on voulait aller plus loin. Et moi, vu que je suis rentré, il me fallait un projet d'installation. Et le projet, ça a été de justement aller au bout de la chaîne. Donc nettoyer, sécher, transformer, décortiquer et puis vendre ma noisette en direct. Voilà. Et la casser. La décortiquer, la casser. À décortiquer, casser, c'est la même chose? C'est la même chose. Okay. Dans le jargon, on dit décortiquer. Voilà. Ok, écoute, super. Mais du coup, en plus, dans la série, on apprend plein de mots. Comment ça s'appelle déjà les feuilles qui englobent la coque? C'est l'involucre. Voilà. L'involucre. C'est l'involucre qui soutient la noisette entière via la coque dans l'arbre. Voilà. Ça s'appelle l'involucre. Donc l'involucre, ça fait une bonne transition, vu que c'est vraiment la base, vu que la noisette est dans cet involucre. Et ensuite, elle tombe au sol. Là, pour le coup, contrairement à l'amande, vous secouez pas les arbres. Non, vous attendez vraiment que ça tombe. Voilà, en fait, ce sont des variétés qui tombent au sol à maturité. Donc c'est là surtout la noix qui secoue. Noix, prune, amande. Ouais. Et les amandes aussi. Les prunes, tout ça, il y a plein de... D'accord. Mais là, en fait, que là interviennent des machines qui ramassent au sol. On peut apparenter ça à des grosses balayeuses, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, qui ramassent tout. Donc s'il y a des pierres qui traînent, elles vont ramasser des pierres, des mottes de terre, les branches, les feuilles qui restent, les branches de taille de l'hiver qui sont restées dans le verger, etc. Donc c'est là qu'on a notre installation qu'on appelle la station de nettoyage, où en fait on va procéder à la séparation des noisettes et de tous les déchets, donc les pierres, etc. que j'ai cités. Donc plusieurs process. Il y a une première étape de nettoyage à sec, ça passe dans
un tunnel de nettoyage avec un cribbleur en fait, qui va évacuer justement les involucres, les poussières, les grosses mottes de terre et des grosses pierres, tout ce qui est supérieur au diamètre de la noisette. Par contre, tout ce qui est égal et inférieur au diamètre de la noisette va re-rentrer dans un autre système de nettoyage. Premièrement dans une soufflerie, donc c'est un séparateur pneumatique qui me permet d'évacuer les noisettes vides notamment. Ensuite il y a ce qu'on appelle un bac épierreur qui est rempli d'eau. Là ça travaille par densité, par la flottaison en fait. La noisette, étant donné qu'il y a de l'air entre l'amandon et la coquille, va flotter. Par contre tout ce qui va être matière lourde, des pierres et de la terre va couler et c'est évacué. Voilà, je t'interromps juste, du coup ça s'appelle, comme pour l'amande, ça s'appelle l'amandon, ce qui est à l'intérieur de la noisette et ce qu'on mange. C'est ça. C'est en fait la noisette décortiquée telle qu'on la connaît, ça s'appelle l'amandon. On appelle ça l'amandon. Ok. Voilà. Du coup c'est un peu géotrouve-tout, on a des tapis roulants, on a de l'air, on a de l'eau. Voilà. Et on n'a pas fini. C'est vrai. Donc après le nettoyeur à sec, le nettoyeur pneumatique, l'épierreur, ensuite il y a le tunnel de lavage. Donc là les noisettes sont en théorie débarrassées de toutes les autres matières style pierre et terre. Et donc là on va les nettoyer, donc c'est-à-dire sortir la poussière et la terre, sachant qu'il y a des années où on peut ramasser en conditions humides, donc on ramasse des boules de terre. Ouais. Donc voilà, donc, le tunnel de lavage il va brasser, décrotter, rincer à l'eau claire de la ville, ça c'est très important. Et après cette étape, il y a un dernier tri qui se fait par un système de tapis triple. Bon, c'est un peu technique, mais ça vient séparer tout ce qui est rond de ce qui ne l'est pas. Et ce qui est rond, c'est les noisettes, donc elles vont d'un côté, et ce qui reste, les petites branches, les petites feuilles ou quoi, vont de l'autre côté. Ensuite, les noisettes partent vers les fours de séchage. Alors, on sèche les noisettes parce que lorsqu'elles sont ramassées au sol, suivant les années, suivant l'humidité, suivant le climat, elles vont faire entre 12, 15, voire 20% d'humidité à l'intérieur. Et il faut les stabiliser, donc il y a des normes de stabilisation, de commercialisation, et puis pour la conservation aussi, qui sont de 7% au niveau de l'amandon, et la noisette entière, coquille incluse, est à 12%. Donc nous on descend un petit peu plus bas pour être tranquille, coquille entière on est à 9,5%, et l'amandon va tomber à 5%. Oui, c'est ce que tu nous disais, en fait 7 et 12% c'est les normes européennes. C'est les normes européennes, Et c'est ça. vous descendez un peu plus bas parce que l'agroalimentaire ou alors Les chocolatiers, etc. les biscuiteries te demandent Voilà, plus te demande sec. d'aller plus sec, ça permet une conservation plus longue et dans de meilleures conditions. Voilà. D'accord. Et du coup, là, tu nous as parlé un peu de toute la partie séchage pour obtenir le produit fini. Mhm. Et toi, des produits finis, tu en as deux. Parce qu'en effet, comme tu nous disais, nous, sur le marché français, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop la fameuse noisette En coque. qui se vend aussi beaucoup. Et toi, tu vends vraiment que la noisette, comment on pourrait dire, décortiquée. Alors en fait, sur mes 25 hectares de verger, j'ai 8 hectares de la variété Corabelle qui est une variété exclusivement Ouais, destinée c'est vrai. à la table, donc qui ne sera pas décortiquée. Alors pourquoi ? Parce que déjà c'est une très très grosse noisette qui fait 22 voire 24 mm de diamètre et au-delà. Donc elle présente bien en fait sur une table, elle est très bonne fraîche, elle a un petit côté sucré et décortiquée en fait elle n'a pas le taux d'huile nécessaire en fait pour être inclus dans une transformation. Donc ça c'est le marché de table. Donc ça, cette année, j'en ai une vingtaine de tonnes. Voilà. Donc ça part en grossiste. Il y a des gens qui... Ça va après à Rungis, etc. etc. Ouais. Voilà. Ensuite, j'ai 3 autres variétés qui sont Poétette, Ségorbe et Fertile. Alors, on va commencer par la Poétette, qui est accessoirement ma préférée. Ça, c'est Alors, c'est bien parce que c'est notre ordre de dégustation aussi. Exactement, Du coup, c'est ce que j'ai respecté. Donc la Poétette, elle a la particularité d'avoir un taux d'huile supérieur aux autres, de quelques pourcents, mais qui en fait une variété prisée pour l'huilerie, mais aussi pour la chocolaterie, pour le pralin notamment. Alors, elle a un petit défaut qui peut être aussi un avantage, c'est qu'elle a une peau un peu épaisse. On parle de l'amandon, décortiqué. Voilà. La peau est un peu épaisse et justement il faut travailler là-dessus en tant que chocolatier lors du mondage. Ouais. Jouer avec cette peau qui est un peu amère, donc qui amène un petit côté amer, etc., qui peut être retiré totalement ou pas. Voilà. Ensuite, Donc, pardon, le mondage, juste, c'est retirer la peau. C'est quand on parle d'amande émondée ou de noisette émondée. C'est ça. Et ça se fait souvent avec la torréfaction. On peut retirer la peau, mais on peut en garder un petit peu si on veut rajouter de l'amertume. Voilà. Ou une coloration en fait au pralin. Mais ça, c'est pas mon domaine, c'est les chocolatiers. Voilà. Et les pâtissiers. Mais ce qui peut aussi avoir mine de rien, enfin, tu dis que c'est un peu un défaut cette peau, mais ça peut avoir aussi un bon côté dans le sens où tu peux plus justement doser Le caractère. ce caractère. Voilà, en fait, c'est, comme tu dis, c'est pas un défaut, c'en est un sans un être un, c'est une particularité. Ouais. Ouais. Il faut en faire une force, justement, il faut la transformer en... Mhm. Bon, après, 100% des chocolatiers qui vont travailler la noisette vont l'amender. Donc ils savent Ok. très bien connaître sa problématique. Voilà. Sauf que celle-là, la peau est justement plus épaisse,
il faut jouer avec ça. Voilà. Mais en tout cas, la noisette est top, super goût, un gros taux d'huile. Pour le pralin, c'est le top. Voilà. Ouais. Ensuite, on a la Ségorbe, qui est une noisette un peu plus grosse, en général, au niveau des calibres. La Ségorbe est un peu plus fade, fraîche, mais elle révèle tous ses arômes à la torréfaction. Ça fait une super noisette pour la biscuiterie, pour en pralin aussi. Bien que moi, je la conseillerais plus pour la biscuiterie, faire le côté croquant sur un gâteau. Voilà. Par exemple, en huilerie, je ne la conseille pas parce qu'elle est trop fade, je trouve. Ensuite, la dernière, la Fertile, donc Fertile de Coutard, qui est un dérivé issu d'un travail de l'INRA, issu donc de la variété Corabelle, qui est la noisette de table dont j'ai parlé en premier. L'INRA, du coup. Institut national de recherche Agronomique. Voilà. Qui est le plus gros institut de recherche agronomique d'Europe. Voilà. Et donc la Fertile de Coutard, qui est une très très bonne noisette aussi. La peau est tout à fait classique, c'est comme ce que tout le monde connaît. Elle est pas, c'est pas la plus huileuse, mais c'est une très très bonne noisette. C'est vraiment le standard de la noisette. Et ça là, c'est pareil, on peut la transformer si on veut. Alors, ce qui est intéressant avec moi, je vais me vendre un petit peu maintenant, mais c'est que n'importe quel fournisseur de noisettes, enfin les chocolatiers qui ont cette problématique, ils seront incapables de leur donner le nom de la variété parce que c'est des mélanges. Voilà. C'est trop complexe à séparer. Moi, je sais pas. Je sais séparer. Donc j'invite tous les chocolatiers à me contacter, à venir à la maison. Mais tu as bien raison. Ils viennent à la maison, ils viennent déguster, ou alors j'envoie un échantillon avec grand plaisir en échange de quelques pâtisseries. Surtout que ce que tu nous expliquais, c'est que tu travailles avec un chocolatier pour de temps en temps voir ce qu'on peut faire de chacune de tes noisettes. Donc tu as une idée très précise de ce que chaque variété peut donner en praliné, en torréfaction. Exactement. Pour le... Donc là, un maître chocolatier relativement connu dans le milieu va faire une étude culinaire entre guillemets sur chacune des variétés et il va appliquer toutes les recettes qu'il connaît en termes de chocolaterie, pâtisserie et voir laquelle s'en sort le mieux et voilà. Mais tu sais qu'on est aussi écouté par des pâtissiers, il n'y a pas que des chocolatiers qui vont te contacter là. Ça marche? Est-ce qu'on peut te contacter si on est pâtissier aussi? Bien sûr, bien sûr. Alors après, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, attention. Hein. Écoute, voilà, vous êtes prévenus, il faut se dépêcher, les premiers seront servis. En fait, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Je vais faire plaisir à tout le monde, mais voilà. Ça, c'est sympa. Et juste pour revenir, tu disais justement que c'était que un peu tes collègues, tes concurrents n'arrivaient pas forcément à séparer. C'est quoi les difficultés du coup qu'il y a à séparer, vu que tout le monde n'arrive pas forcément à le faire, à séparer les variétés? Alors, c'est pas forcément des concurrents, mais ce sont les gros industriels de la noisette, les gros grossistes. Ils achètent des grands lots en Turquie, en Italie, en Espagne ou peut-être même en France. Mais dans leur process, c'est compliqué de tout séparer. Ça fait un gros suivi, quoi. Voilà, c'est juste ça. Ouais, tu nous disais que le plus gros producteur mondial, c'était la Turquie. C'est la Turquie, voilà, qui va produire, je crois qu'ils sont aux alentours de 600 ou 700 000 tonnes par an, sachant qu'en France, on est 350 producteurs dans le sud-ouest, on est à 10 000 tonnes, péniblement. Ouais. Péniblement. Voilà. Donc on est à peut-être moins de 8 000. Voilà. Ok. Donc c'est... Vas-y. À quoi tu t'attendais pas du métier de producteur de noisettes? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un nom, producteur de noisettes? En fait, c'est nuciculteur. Ah, mais c'est pareil que pour les noix. En fait, voilà, c'est dérivé du mot noix et noix, nuts. Ok. Voilà. Et à quoi tu t'attendais pas avant de te lancer dans cette nouvelle vie? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, des problématiques auxquelles tu n'étais pas préparé, ou alors justement des perspectives d'évolution ou de développement que tu n'avais pas envisagées et que maintenant tu envisages? Alors je pense que justement, je ne suis pas surpris, mais j'ai anticipé pas mal de choses. En fait, avant de revenir m'installer sur la ferme familiale, j'ai travaillé dans l'aéronautique. Donc j'ai connu les process industriels, j'ai connu la façon de travailler, les grosses boîtes avec 900 collègues, et puis voilà, le côté commercial, le suivi, etc. Donc je connais les problématiques de normes, de qualification, ISO, tout ce qu'on peut connaître, voilà. Et certains problèmes agroalimentaires aussi, normalisation agroalimentaire. Aujourd'hui, on a le pied dedans et je savais à quoi m'attendre et je sais à quoi m'attendre pour le futur en termes d'équipement, d'investissement et tout ça. C'est un autre métier, je suis plus seulement producteur, on va plus loin, donc il faut... Bah, c'est vrai que tu côtoies la mécanique de très près. C'est ce que j'allais dire, ouais. Tu vas d'autant plus loin que tu travailles même sur faire des machines pour améliorer la production de la noisette, quoi. Voilà, donc comme on est un peu bricoleur dans la famille, ça c'est de grand-père en père et petit-fils, on va dire. On a des problématiques en gestion de verger de noisetiers, notamment sur la repousse des drageons. Donc, un noisetier, quand on l'envoie dans des bois, c'est une touffe de petites branches. Ouais. Nous, on les mène sur un tronc. Dès la première année, on taille tous les ans ces drageons, ça s'appelle des drageons. Donc les drageons, c'est les petites branches. C'est les repousses qui partent des racines en fait, au pied de l'arbre. C'est ce qui pourrait être la base d'un nouveau noisetier, quoi. Exactement.
Donc nous, en fait, on les coupe. C'est une histoire de sève, en fait. C'est parce que ces drageons vont tirer la sève inutilement pour pas faire de fruits. Ils vont faire du bois. Moi, je suis pas un producteur de bois de chauffage, je suis un producteur de noisettes. Donc je concentre la sève dans le tronc. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a 2 façons de faire. Soit on les coupe à la main, c'est très long, très fastidieux, ça coûte très cher si vous avez un ouvrier. Ouais. Soit on les traite chimiquement. Alors aujourd'hui, les produits sont interdits, de plus en plus. C'est très bien. Et ça coûte très cher aussi. C'est des produits qui reviennent à plusieurs centaines d'euros l'hectare. Et donc voilà. Et puis bon, il y a un côté aussi déontologique. Quand on peut faire 100, il faut faire 100. Donc moi, je suis pas un grand fanat du sécateur, donc je vais pas y passer mes journées. Et puis c'est pas intéressant. Du coup, on a développé une machine en collaboration. C'est la citation que je vais isoler. Je suis pas un grand fanat du sécateur. Non, il faut pas dire ça parce qu'après on taille quand même tout l'hiver. Non, mais c'est pour les drageons. Ouais, très bien. Du coup, t'as développé. Donc on a développé en partenariat avec un fabricant de machines local, une machine qui permet de couper ces drageons tout en étant assis dans un tracteur climatisé avec une radio et en fait sans abîmer l'arbre. Ouais, ça, c'est important. Et donc c'est beaucoup plus rapide aussi et c'est assez performant et ça nous permet de nous substituer à 100% du traitement chimique. Alors c'est un pas de plus vers le bio. Je dis un pas de plus parce qu'aujourd'hui la culture de la noisette bio en France et en Europe en tout cas est très compliquée. Ok. C'est un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Mais c'est ce que j'allais te C'est vrai que demander. c'est Ouais. intéressant. Il y a 2 ravageurs principaux. Donc le premier c'est le balanin de la noisette. C'est un petit charançon qui va pondre au mois de juin quand la noisette est en formation et qu'elle est verte et qu'elle est tendre. C'est quoi un petit charançon? C'est un petit insecte fourreur. D'accord. Ok. Alors, qui ressemble à un charançon, tout à fait. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais En fait, il a sur le suis-je bout du nez. bête Imagine une coccinelle avec une pointe sur le nez très très longue. Ah bah voilà. Voilà, et donc cette pointe, c'est son rostre foreur en fait. C'est une perceuse, c'est très très D'accord. puissant. Ok. Grâce à ça, il perce la noisette quand elle est Ça, tendre c'est et un verte au problème. mois de juin. Et il va pondre un œuf à l'intérieur. D'accord. Ok. L'œuf va se développer en même temps que la noisette durant tout l'été. Et au mois d'août, fin août, début septembre, la larve à l'intérieur va manger tout l'amandon. La noisette, comme elle est vide, l'arbre va l'expulser, aucun intérêt de la garder. Donc Ouais. l'involucre s'ouvre, elle tombe au sol. Et la larve fait un trou pour sortir de la noisette. Ah. Donc la noisette percée, c'est pour sortir. Vous comprenez? Mmh. Ensuite, cette larve Ok. va descendre dans Bah, le elle est sol. puissante la larve. Ah ouais, mais elle grignote, en fait, elle a une mâchoire, elle Ouais. va grignoter le bois de la coque. Tranquille. Et donc cette larve va s'enfouir dans le sol. Alors apparemment, ce sera entre 30 et 50 cm de profondeur. Ok. Et elle va rester en chrysalide pendant plusieurs années. Ça peut aller jusqu'à 5 ans. Ah Donc, ouais. pendant 5 ans, on la redoute parce qu'elle peut remonter et elle peut recommencer son ravage. Donc en fait, il y a eu des vergers expérimentaux qui ont été faits dans le secteur où il n'y a eu pas de traitement balanin et apparemment, dans les cas les plus extrêmes, ils ont perdu jusqu'à 80% de la production. Wow. Ah oui, donc ça peut être vraiment ravageur. Donc ça peut être très ravageur. Après, bon, c'est des cas particuliers, sachant que c'est des cultures intensives où il n'y a plus de chouettes, il n'y a plus d'hirondelles, il n'y a plus de tout ça. Donc il faut aussi peut-être ramener un petit peu de biodiversité pour combattre ça. Notamment des petits carabes. Le Ouais. carabe, c'est un insecte qui vit au sol et qui mange ces larves-là. Donc là, il y a des pistes de travail. Donc là, Mmh. moi j'y crois, on va arriver à se débarrasser Ça, c'est du le balanin. premier nuisible, ouais. C'est le premier nuisible. Le second, c'est la punaise. Et cette saloperie de punaise, excusez-moi pour les vilains mots, mais et donc en fait, on a de plus en plus depuis 3-4 ans, notamment la punaise diabolique qui vient d'Asie, qui est rentrée par la Turquie, ensuite par l'Italie, et qui vient en Espagne et France maintenant. C'est son nom? C'est son nom. Ah ouais. En fait, elle est diabolique parce que sur son dos, il y a 2 petits yeux et comme une petite barbichette qui fait penser un petit peu à Satan. Ok. Mais Très elle est marrant. marron, hein, elle est marron celle-là. Elle n'est pas verte. Alors la noisette commune verte qu'on connaît elle fait aussi des dégâts et puis il y a 2 ou 3 autres espèces qui sont rougeâtres. Je crois qu'en tout, il y a une dizaine d'espèces qui font des dégâts. Ok. Elles font des dégâts, pas seulement en noisetier, hein, dans toute culture aujourd'hui. Alors elle est un petit peu vicieuse parce que pareil, elle va piquer la noisette, ça va être plus au mois de juillet. En fait, il y a 2 salves. La première, ça va être au mois de juillet, après elle revient en août. Elle va piquer la noisette et en fait, c'est un pic de succion. Donc elle pique, elle suce des sucs et puis comme elle est un peu vicieuse, elle injecte de la salive. Ah, c'est pourri. Hein. Et alors, la noisette est grossie. Ouais. La noisette est très belle. La coque est très belle. On casse la noisette en 2. L'amandon est très beau. Mais, On casse l'amandon en 2. Et Il là- est noir et il est dégueulasse. Il a goût de punaise. Donc incroyable. en fait, c'est intriable. Parce qu'un amandon cassé en 2, on ne le vend pas. Ouais. On vend des amandons entiers. En fait, c'est Donc, impossible de le savoir avant que tu casses l'amandon. Voilà. Pardon. Exactement. Ah ouais, c'est Exactement. ça D'accord. aussi, Donc, le ça, truc c'est- vicieux. Voilà. Mais d'ailleurs, tu viens de dire un amandon coupé en 2, on le vend pas. Enfin, cassé en 2, on le vend pas. Du coup, qu'est-ce que t'en fais toi de tes En fait, amandons? ça va être valorisé en huilerie. Ouais. Donc voilà, Et je suis en train de m'installer ma propre huilerie, mais sinon, voilà, il y a des huiliers qui les prennent. En fait, il faut savoir qu'un amandon coupé en 2 va s'oxyder plus vite au contact de l'air.
Donc idéalement, il faudrait le stocker dans des big bags sous atmosphère CO2, donc ça va se faire progressivement. Mais sinon, il faut expédier rapidement et que ça soit traité dans les 3-4 mois, quoi. Ok. Voilà. Et alors là, je vais revenir un petit peu à la production et aux différentes espèces, où tu nous disais que, nous, quand on parle de noisettes dans le monde pâtissier en plus, forcément, ce qui va nous venir en tête en premier, c'est la fameuse noisette du Piémont. Et tu nous disais qu'en fait, la noisette du Piémont, finalement, ils avaient les mêmes espèces que toi. C'était aussi des variétés différentes. Donc finalement, c'est quoi la différence qu'il y aurait entre la noisette française et la fameuse noisette du Piémont? Il n'y en a pas. La noisette du Piémont, donc c'est une IGP déjà. Mhm. Donc il y a aussi un cahier des charges. Bon, je le connais pas, je pourrais pas débattre là-dessus. Ok, ouais, non. Ils font du très bon travail aussi. Voilà, ils justifient leurs tarifs par l'IGP tout simplement. Ok. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même façon de tailler les arbres, de mener les vergers, c'est pas la même densité. Eux, par exemple, ils laissent deux drageons en fait en début de plantation. Donc là, part sur 2 côtés, ils sont menés en V. Pas partout, hein, mais en général, c'est ça. Après, je sais que c'est pas la même gestion aussi au niveau des traitements. Les normes françaises sont pas les normes italiennes. Il y a des traitements interdits d'un côté et pas de l'autre, et vice-versa. En France, on a de plus en plus de traitements interdits. Donc ça, c'est la société qui veut ça, parce que les gens ont décidé qu'ils savaient mieux que les agriculteurs comment ça se passait. Les 2 petits parisiens de moi. Non, mais de l'intérêt de donner la parole aux Bah oui. agriculteurs. Ouais, de l'intérêt d'expliquer, notamment ce problème oui. de punaises. Parce qu'on veut du bio, on veut du bio, mais en fait, on se rend pas on compte. n'a pas les Sachant que pour revenir sur ces punaises et balanins, alors le balanin, on va quasiment traiter systématiquement. On peut faire 1 ou 2 passages. En général, on en fait 1. Deuxième, si on voit qu'il y a du dégât et qu'on capture des individus. Par contre, les punaises, notamment cette année, on secoue les arbres pour les punaises. Et si on ne trouve pas d'individus, on ne traite pas. Donc cette année, je n'ai pas traité pour les punaises. D'accord. Et je viens de le voir sur ma récolte, j'ai pas de souci. Donc c'est pareil, l'intérêt, c'est pas faire du systématique, mais c'est de faire quasiment du curatif, quoi. Au besoin. Voilà. Pourquoi faire du préventif, traiter systématiquement, alors que non, il faut faire au besoin. Le climat n'est jamais le même, l'année ne se ressemble pas, etc. Voilà. Et moi, je voulais revenir, du coup, on a commencé à peine à parler des huiles. Est-ce que tu peux nous parler des températures, justement, pour cuire l'huile et du processus? Alors en fait, on ne cuit pas l'huile. Non, pardon, mais... On chauffe la purée de noisettes. Exactement. Alors, dans le process d'extraction le meilleur élève. de l'huile, alors que ce soit pour la noix, l'amande, la noisette, tout ce qui est fruits secs, ouais. Tout ce qui est olive, etc., c'est différent, mais noix, amande, fruits secs et noisettes. On va broyer la matière, donc la noisette, l'amandon. Donc avec différents systèmes, un broyage mécanique ou des meules ou des couteaux, etc. Peu importe. On fait une purée et cette purée, on va la monter en température. Voilà. Pourquoi on monte en température? C'est pour faciliter l'extraction de l'huile. On change la densité de l'huile en fait, plus elle chauffe. Et ensuite, ça part dans des presses à colonne. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise. C'est pas des presses à vis, mais des presses à colonne, parce qu'on gère mieux justement la température. Alors, il faut savoir qu'on peut extraire jusqu'à 60% d'huile. Il y a 60% de lipides dans une noisette, en moyenne. Ok. On peut les atteindre. Et pour ça, il faut chauffer à 80 degrés la pâte. Voilà. Sauf que plus on chauffe, plus on caramélise l'amidon, le sucre. Et donc, c'est un goût très prononcé en caramel. On cherche quand même le goût de la noisette. Et en plus, passer 42 degrés, la température où la purée brûle le palais, ça c'est intéressant pour s'en rappeler. On crame toutes les enzymes, toutes les vitamines, tous les oméga 3, etc. Donc en fait, on a de l'huile absolument neutre. Ouais, les c'est pas l'intérêt de l'huile disparaissent, quoi. Voilà, la noisette c'est un alicament comme beaucoup de fruits secs. C'est gavé de vitamineux, c'est gavé d'oméga 3, 6, 9. C'est très intéressant en zinc, en cuivre aussi, en fer. Donc il faut garder tout ça. Ouais, c'est dommage. Et puis une question de goût. Voilà, moi ce que j'aime c'est une noisette fraîche. Et quand je verse mon huile de noisette sur mes tomates au mois d'août sur ma terrasse en plein soleil, j'aime bien avoir un petit goût de noisette fraîche. Nous y sommes. Il se vante. On va aller la goûter cette huile de noisette. Et du coup, ce que tu nous disais, parce que on voit souvent quand les huiles plutôt de bonne qualité te vendent le principe extraite à froid. Extraite à froid, c'est jusqu'à 40 degrés en fait. 42. Alors je sais plus exactement la norme, mais il y a une tolérance de température bien sûr. C'est pas pure pression à froid, quoi. Il y a une température. Là, je les ai pas en tête. Mais ça peut à 40 degrés, ça peut être une extraction à froid à peu près. Ouais, voilà, il y a une norme. Alors je sais pas si c'est exactement 40 degrés. Il faut à vérifier. Et du coup, juste un autre point qu'on a eu dans notre échange juste avant en termes de valorisation, puisque en fait ça c'est pour l'amandon qui est cassé en deux, rien ne se perd. Ça peut partir en huilerie. Et aussi les coques, une fois que les noisettes sont passées en casserie et qu'on récupère les coques, tu nous disais qu'on pouvait soit les utiliser pour les chaudières à biocombustion, soit en paillage au sol. Ouais, voilà. En fait,
Moi notamment, j'aimerais changer ma chaudière à fioul et passer, vu que j'ai de la noisette à gogo. Bah oui. En fait, il y a des gens qui ont des chaudières à biocombustible, ils passent des coquilles de noix ou des noyaux d'olive ou des pelets de bois, en fait, des granulés de bois compressés, et aussi des coquilles de noisettes. Ça a un pouvoir calorifique assez intéressant. Et puis en fait, j'ai beaucoup de volume et c'est pas cher, quoi. Donc ça revient vraiment pas cher. Oui, bah pour toi, ce serait même vraiment pas cher pour le coup. Moi, ce serait quasiment gratuit. C'est l'investissement de base. Et la chaudière n'est pas gratuite, par contre. Bah oui, c'est pour ça. On imagine. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est en paillage, tout simplement dans des massifs au jardin, quoi. Moi, je l'ai fait chez moi il y a 2 ans. Elles sont encore là parce qu'elles sont très ligneuses, donc très difficiles à pourrir. Elles restent très dures. Et puis depuis 2 ans, j'ai pas d'herbe et c'est très joli. Moi, je trouve ça très très joli. Et vu qu'on est quand même un peu intéressés par la pâtisserie, est-ce que toi, tu utilises tes noisettes un peu? Qu'est-ce que tu aimes en faire? Moi, Ouais, je n'aime toi. pas la pâtisserie, je n'aime pas le sucré. Eh bah c'est parfait. Par Allez, contre, au revoir. Oui, mais alors, Par est-ce que contre- tu en fais de quelque chose de salé? Ouais, on a fait des tests. Alors, on est aussi producteur de canard gras. Et du coup, on fait du saucisson de canard. Et on en a mis dans du saucisson. Ok. On fait aussi des rillettes de canard avec des noisettes. Et ça marche. Du Ok. feu de Dieu, c'est délicieux. Donc moi, je suis pas très très sucré. Voilà, je suis pas du tout amateur de pâtisserie. Donc moi, je suis plutôt salé et puis bon vivant. Voilà, bien gras, quoi. Mais sinon, l'huile, non, sinon, Bah, les noisettes, on y est. j'aime beaucoup l'huile, quoi. L'huile. Et puis bien sûr, je mange mes 3-4 noisettes tous les matins. Et c'est ce qui fait que je suis beau, svelte et en forme, quoi. Très bien. Tu nous as donné un secret, vous avez entendu 3-4 noisettes le matin. Mais Voilà. il faut que ce soit des noisettes de chez Mathieu. Sinon, Et ça ouais. marche pas. Exactement. Sinon, vu vous serez ça, pas beau. comment, Vous serez pas beau sinon. Vous serez juste svelte. Et encore. Ok. Bon, mais- Bah écoute, tu sais quoi? On va te poser nos petites questions un peu rituelles qu'on pose à tout le monde. Vraiment, c'est une question qu'on réserve un peu Au chef pâtissier. aux gens qui aiment le sucré. Hein, désolé, parce que c'est un peu... Qu'est-ce que c'est que ton premier souvenir sucré, si tu en as un? Mon premier souvenir sucré. Ouais. Un truc où tu... Bon, alors, t'aimes pas ça, malheureusement, mais est-ce qu'il y a un truc que quand t'étais jeune, tu t'as goûté ça et tu t'es dit ça, c'est bon. Si tu posais la question à ma mère, elle te dirait que ouais, Mathieu, à ses anniversaires, il a jamais eu de gâteau parce que de toute façon, il mangeait pas. Donc Ah ouais, à ce point-là. Mais Donc premier même quand souvenir t'étais sucré. petit, t'aimais pas ça. si, en fait, moi, en fait, là, de suite, je vois ma grand-mère en train de faire des crêpes, quoi. Voilà. Et en fait, je crois que c'était la semaine dernière, j'y suis passé à 8h le matin, elle était déjà en train de faire des crêpes. Donc je pense à ça. C'est vrai que Ok. les crêpes de mamie, quoi. Et on a une autre question qui va te plaire, parce que tu fais que de te moquer de nous, les Parisiens. Est-ce que tu as des adresses à nous conseiller, du coup, où aller manger? Et ça peut être... Dans le coin. Ouais, ça peut être du salé aussi, dans le coin. Ouais, alors en fait, il faut aller manger chez mes copains, à Villeréal, Ok. au bar-hôtel de l'Europe, chez Nico, Julien et Anaïs. Ok. Bah si vous venez Il faut dans y le dormir, coin, il faut y manger et surtout, en dessert, demander le dessert à la noisette de Julien, la spécialité locale. Comme par hasard. Et Et sur la carte, je crois qu'il y a écrit dessert à la noisette de Mathieu Martinet d'ailleurs. Ok, c'est ce que j'allais dire. Évidemment, il fait ce dessert avec tes noisettes. Voilà, et c'est vrai que c'est excellent. Je crois que c'est un des seuls desserts que je tolère parce qu'il est. Enfin, que j'apprécie parce qu'il est pas du tout écœurant. Ah, on est Ok. dans la tolérance, hein, quand même. Ah ouais, Ouais, mais j'ai vraiment du mal avec le sucré, ouais. on a compris. D'accord. Bon, bah, en fait, on va Donc- vous dire un secret. Nous, on y va ce soir, donc on pourra vous donner notre avis Voilà, après. tout à fait. Par contre, j'aime beaucoup le chocolat, on l'a pas demandé, mais. C'est Ah, quoi, ouais. toi, dans le sucré? C'est vrai. Ouais, non, mais moi j'aime le chocolat noir très très amer, tu vois. Pas du tout sucré du coup. Est-ce que le praliné, du coup, t'aimes ça ou pas? Ah, c'est compliqué quoi. Eh ben, tu sais quoi, D'accord. on avait un cadeau pour toi, je sais pas si on va te le donner. Si on va te le donner quand même. on va garder ça pour Mathieu. Donc, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon. Est-ce que tu as encore une question, Clémence? Non, moi c'est bon, il y a Non. quelque chose que tu voudrais dire pour clore le... Ouais. Ben, j'aimerais. Remercier ma mère. Non, j'aimerais juste dire que. Bah, vous savez, les Parisiens, on vous aime quand même quoi. Voilà. Donc, non, mais Super. est-ce une invitation à ce qu'on vienne Mais bien sûr, visiter, venez. Ah, J'ai et ben une- voilà. J'ai une cabane où j'accueille du monde, j'ai un super brasero et j'ai beaucoup de côtes de bœuf dans le frigo qui attendent. Voilà. De l'huile de noisette, et puis vous inquiétez pas, il y aura aussi de la salade. Venez, mais pas si vous êtes végétarien. Ah non. Ah si, mais il y a des noisettes, mais vous boufferez que des noisettes. Mais des Noisettes bonnes salade, noisettes. ouais, ça va. Bonnes noisettes. Bon bah Bon. super, merci beaucoup Mathieu. Ben voilà, c'est une invitation. Allez Merci, voir les amis. Mathieu. Nous, on te remercie. Et puis, on va aller t'offrir ce petit cadeau. Allez, sur ce, bonne fin de Moi, journée. J'aime bien garder le Merci. mystère. Vous l'aurez
donc bien compris, si vous passez dans le sud-ouest et que vous avez envie de rencontrer Mathieu Martinet, toute la famille et même voir un petit peu son exploitation, venez faire un tour dans les Noisettiers, c'est super beau. Franchement, il est chaleureux comme la météo qui fait beaucoup dans le sud et il vous fera aussi manger, c'est un bon vivant. Franchement, vous passerez un bon moment. On vous invite vraiment à le découvrir. Ouais, super. Et puis c'est Mathieu Martinet, Mathieu MT sur Instagram, mais évidemment on l'identifiera dans cet épisode. Pour la suite, comme d'habitude, demain vous pourrez retrouver une recette à base de noisettes. Française, c'est mieux, sur notre compte Instagram, du coup, @l'envers-du-dessert. Voilà, et sinon, vous pouvez toujours nous retrouver, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, comme toujours, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça nous fera hyper plaisir. Sinon, vous avez toujours des articles disponibles sur notre site et vous avez toujours la possibilité de vous abonner à notre newsletter. Et on n'oublie pas de remercier 12, l'artiste qui nous fait les musiques et le mixage de tous nos épisodes. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.